tu es là. Est-ce que tu vois Marie-Angèle Hermite? Est-ce qu'elle est arrivée? Elle traverse un orage. Non, Et du coup, elle n'a plus malheureusement, je pense d'internet. qu'elle n'arrive plus, elle n'arrive pas à se connecter. Alors peut-être on enchaîne avec Catherine et elle parviendra à se connecter, je l'espère, d'ici la fin de la session pour nous apporter son point de vue. Merci Christelle, et puis merci à toutes les deux, à toi et à Camilla, hein, de m'avoir invitée à ce colloque. Vous faites toujours preuve d'un grand dynamisme et d'une forte réactivité sur les questions climatiques, et ce beau colloque en témoigne. Donc, dans sa plainte au Comité des droits de l'enfant, donc plainte qui a été déclarée irrecevable, Greta Thunberg rappelait à 3 reprises que la crise climatique est un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière. Et elle invoquait l'intérêt des générations présentes, mais aussi et surtout futures de l'humanité, avec en filigrane l'idée d'un destin commun du genre humain. Pourtant, et faute de mieux, les droits invoqués par Greta Thunberg étaient de nature individuelle. Il s'agissait notamment du droit à la vie et à la santé. Comme si le climat était l'affaire de chacun, détachés les uns des autres, mais non de tous. Les droits de l'homme et le climat ont longtemps suivi des chemins séparés dans l'ordre juridique international. Les droits de l'homme sont imprégnés de la philosophie individualiste, ils visent à faire de l'individu une entité libre et autonome, tandis que la protection du climat, en fait, comme le droit international de l'environnement dans son ensemble, a été pensée pour assurer l'avenir commun de l'humanité sur la planète. Donc il est vrai que les sphères respectives de ces deux branches n'étaient pas totalement hermétiques, puisque dès la déclaration de Stockholm, on le sait, l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement de qualité. Toutefois, le rapprochement entre climat et droit était purement déclaratoire, c'est-à-dire qu'on confinait en fait à des textes de soft law adoptés soit lors de sommets environnementaux, soit lors des COP. Donc, il a fallu attendre 2015 et l'accord de Paris pour qu'il soit enfin fait référence aux droits de l'homme dans le traité climatique, une référence obtenue de haute lutte, alors pourtant que le préambule de l'accord n'est pas en soi obligatoire. Donc, on a donc peu avancé. Donc finalement, malgré un rôle actif des institutions onusiennes, la poussée des droits de l'homme dans le champ climatique, elle est venue non pas tant des institutions que des ONG et des militants. Donc la logique a été bottom-up et non pas top-down. En effet, les affaires climatiques invoquant les droits de l'homme sont, on le sait, c'est l'objet de ce colloque, de plus en plus nombreuses au niveau national. Alors parfois, le juge national suit les requérants dans cette logique. C'est le cas de la Cour suprême dans l'affaire Uganda, ou plus récemment de la Cour constitutionnelle allemande, ou encore du tribunal de Bruxelles. Tandis que d'autres se refusent à s'engager dans cette voie, ainsi en France de la décision rendue en première instance dans le cadre de notre affaire à tous. Au niveau supranational aussi, les individus se tournent désormais vers les organes de protection des droits de l'homme, donc à l'instar de Greta Thunberg devant le Comité des droits de l'enfant, on l'a dit, mais aussi des habitants des îles Torres Strait devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ou encore donc des jeunes Portugais, puis de l'Association des aînés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je ne développe pas davantage ces points qui sont connus. Toutefois, une question préalable se pose. Comment expliquer l'attractivité que les droits de l'homme exercent sur les requérants dans les affaires climatiques, et en particulier au niveau international, qui est le niveau sur lequel nous allons nous focaliser ici. D'abord, on peut avancer une hypothèse d'ordre symbolique. Les droits de l'homme présentent un caractère fondamental, or les requérants veulent insister sur la dimension cruciale de leur demande. Ensuite, on peut invoquer des raisons très pratiques. En effet, les principaux recours ouverts aux individus au niveau supranational visent à protéger les droits de l'homme. Il n'existe pas de juridiction internationale pouvant être saisie par les individus en matière climatique. Alors, bien sûr, certaines conventions environnementales permettent au public de déposer des communications devant des comités chargés du respect de ces conventions. Toutefois, dans le système de la CNUC, le rôle dévolu aux particuliers est restreint,
Et surtout, l'esprit de ces procédures est de prévenir les manquements des États aux conventions environnementales et non pas de les dénoncer, et en particulier dans l'accord de Paris. Or, le but des ONG est de faire pression sur les autorités pour qu'elles adoptent des mesures ambitieuses. Pourtant, malgré des atouts certains, ce serait faire fausse route que de voir dans les droits de l'homme la panacée à tous les maux climatiques. Alors attention, il ne s'agit pas de soutenir que les droits de l'homme n'ont aucun rôle à jouer dans le champ climatique et qu'ils sont inutiles. Leur intérêt est essentiel, ici comme ailleurs, et d'ailleurs tant sur un plan procédural que substantiel. Cependant, les droits de l'homme ne peuvent pas absorber toutes les demandes. Ils ne sont pas taillés pour. Ces droits ont été pour répondre à ces défis, mais ils ne sont pas armés pour faire face aux défis globaux. Et chercher à les étendre, c'est prendre le risque de les diluer et donc de les fragiliser. En effet, en pratique, recourir aux droits de l'homme pour protéger le climat se heurte aux limites à la fois temporelles et spatiales de ces droits. Alors, concernant les limites temporelles, il faut garder à l'esprit que les droits de l'homme sont ancrés dans le présent et pensés pour nos contemporains, alors que la protection du climat suppose de se projeter à plus ou moins long terme. Le titulaire premier des droits de l'homme est l'individu. Leur but est de protéger ses intérêts, ses libertés, et non celui d'une collectivité, fût-elle l'humanité, les générations futures ou encore la nature. C'est-à-dire que les droits de l'homme font preuve d'un égoïsme générationnel. Ce n'est pas forcément péjoratif, c'est leur limite, mais c'est aussi leur grande force. En revanche, cela peut poser problème s'agissant des questions climatiques qui sont largement tournées vers l'avenir. Le climat concerne non seulement les générations présentes, mais aussi les générations futures, et le sort des unes et des autres est indissociable. Ainsi, la question climatique déborde en quelque sorte les droits de l'homme. En pratique, lorsque le juge examine une plainte individuelle, il ne peut prendre en compte que les violations avérées effectives de la protection des droits de l'homme. C'est-à-dire que la violation doit déjà être intervenue. Donc le juge européen et international des droits de l'homme l'avait rappelé notamment dans les affaires relatives aux essais nucléaires français en Polynésie. Le recours individuel n'a pas, sauf exception, pour objet de prévenir une violation de la Convention. Alors, il est possible, bien sûr, à titre exceptionnel, de prendre en compte une violation potentielle. Dans ce cas, la violation doit être imminente et d'autre part prévisible. Donc, c'est le cas dans l'hypothèse classique d'extradition de personnes qui encourent la peine de mort, par exemple. Toutefois, ne sont pas remplis, ce qui est souvent le cas s'agissant du climat, les plaignants ne peuvent pas être considérés. Un autre problème tient à ce que les changements climatiques ne connaissent pas de frontières, donc chacun sait que les conséquences de gaz à effet de serre émis dans un pays X peuvent tout à fait ressentir dans un pays Y. Or, dans le système international des droits de l'homme, chaque État est responsable des individus se trouvant sur son territoire national. Alors, à titre exceptionnel, un État peut tout à fait porter atteinte aux droits de l'homme hors de son territoire. Mais dans ce cas, la victime doit se trouver sous son contrôle effectif. Par exemple, c'est le cas typique du territoire occupé. Or, cette condition n'est en général pas satisfaite en cas de risque environnemental global. En effet, dans cette hypothèse, l'État peut certes avoir un certain contrôle sur l'auteur de la violation, par exemple une entreprise qui est située sur son territoire et qui va émettre d'importantes quantités de CO2, mais pas sur la victime elle-même qui se trouvera à l'étranger. Donc, il a été suggéré d'étendre la juridiction des droits de l'homme à ce type d'hypothèse au nom de l'obligation de due diligence. C'est une piste d'ailleurs qui a été suivie par certains organes onusiens de protection des droits de l'homme, en particulier s'agissant d'opérations commerciales transnationales. Elle semble pourtant problématique. En effet, la juridiction des droits de l'homme ne peut être ainsi réduite à un contrôle parfois relatif de la source d'un préjudice. C'est lui faire perdre sa spécificité qui réside dans le lien particulier et étroit qui unit l'État, tenu responsable de la violation, et la victime. Un autre problème est que dans le domaine climatique, l'origine de la violation elle-même présente un caractère diffus. Donc, dans ce contexte, la responsabilité de l'État se trouve diluée dans un ensemble en quelque sorte. Alors là aussi, on peut toujours recourir à des astuces en quelque sorte juridiques pour individualiser la part de responsabilité de chaque État dans les changements climatiques. Et donc, on va interpréter les droits de l'homme, par exemple, à l'aune d'autres instruments internationaux tels que l'accord de Paris, et surtout à l'aune des engagements nationaux chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par chaque État. Donc, c'est le raisonnement d'ailleurs suivi par la Cour suprême néerlandaise dans l'affaire Urgenda et aussi par la Cour constitutionnelle allemande.
Toutefois, les effets des changements climatiques frappent en quelque sorte au hasard, ils sont ubiquitaires. C'est-à-dire que la montée des eaux sur le littoral français ou la fonte des glaces en Arctique ne sont pas dues qu'à la politique française ou danoise, par exemple, mais résultent de comportements collectifs. La responsabilité présente en fait un caractère indivisible. Et c'est ce que l'on constate dans l'affaire Greta Thunberg devant le Comité des droits de l'enfant. Les plaignants étaient des ressortissants de différents pays qui cherchaient à faire reconnaître une violation de la part de plusieurs États. Donc, ces États sont des gros pollueurs climatiques. Il s'agit de l'Argentine, Brésil, France, Allemagne ou encore Turquie. Toutefois, les États-Unis, par exemple, n'étaient pas visés par la plainte, alors que certains requérants étaient nord-américains. En effet, cet État n'est pas partie au protocole qui permet aux individus de déposer des communications pour non-respect de cette convention sur les droits de l'enfant. Donc le problème, il me semble, est que si les États s'aperçoivent qu'en ratifiant des protocoles sur les droits de l'homme, ils sont tenus pour seuls responsables de conséquences collectives des émissions de gaz à effet de serre, ils finiront peut-être par dénoncer ces protocoles ou refuseront d'en être partie à l'avenir. Or, ces mécanismes ouverts aux individus concernent les droits de l'enfant dans leur ensemble ou encore les droits sociaux en général, et pas seulement la question du climat. En somme, la crise climatique pourrait avoir des effets secondaires indésirables et finir par fragiliser les mécanismes de droits de l'homme. D'autant plus qu'il existe une tendance de la part de certains juges internes à un verdissement des droits de l'homme. Donc, c'est toujours le cas dans l'affaire Urgenda, qui écarte l'exigence d'une violation imminente des droits au nom du principe de précaution. C'est aussi le cas dans la décision plus récente de la Cour suprême allemande, qui s'appuie sur les libertés des générations futures. La difficulté de ce type d'affaires, finalement, c'est que pour parvenir au résultat escompté, le juge doit déformer les droits de l'homme. Or, plutôt que de prendre le risque de les fragiliser, mieux vaut consacrer de nouveaux droits fondamentaux, les droits de l'humanité. Donc, ces droits, les droits de l'humanité, ils ont souvent été qualifiés de droits de l'homme de la troisième génération. C'est une dénomination qui est trompeuse, puisqu'elle suggère finalement une différence de degré entre ces deux types de droits fondamentaux, alors qu'il existe entre les uns et les autres une différence de nature. Sur un plan philosophique, l'humanité est considérée comme une immense et éternelle unité sociale qui est liée par la solidarité. Elle se compose autant des vivants que des personnes à naître. Donc elle est à la fois interspatiale, elle regroupe tous les individus et groupes humains, et intertemporelle, autrement dit, elle embrasse toutes les générations. Les droits de l'humanité sont forgés à l'image de leur titulaire et ils présentent donc deux caractéristiques principales. Ils sont d'une part collectifs et d'autre part intergénérationnels. Et donc, ils se distinguent des droits de l'homme qui sont quant à eux des droits individuels et des droits du temps présent. La spécificité des droits de l'humanité est qu'ils sont attribués à la collectivité humaine dans son ensemble et qui n'appartiennent en propre à aucun de ses membres. C'est-à-dire que l'intérêt juridiquement protégé est diffus, il ne peut pas faire l'objet de fractionnement. Donc c'est un intérêt qui est diffus non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. En effet, les droits de l'humanité incluent par essence les droits des générations futures. Sur un plan juridique, le droit de l'humanité à un environnement viable ne connaît donc pas les limites du droit de l'homme à un environnement sain. Le droit de l'homme à un environnement sain, précisément parce qu'il est individuel, ne permet qu'une réponse ponctuelle. Au contraire, le droit de l'humanité à un environnement viable, donc droit collectif, permet de déposer une plainte même en l'absence d'un préjudice individualisable, donc qui vient fonder l'actio popularis. De plus, parce que c'est un droit intertemporel, il va rendre possible en fait d'évoquer une violation potentielle future et il va donc permettre d'agir à titre préventif. Toutefois, distinguer droits de l'homme et droits de l'humanité ne revient pas du tout à les opposer. Ce sont des droits complémentaires et indissociables. Et ce serait une erreur d'ailleurs de considérer qu'il devrait exister une hiérarchie préétablie entre ces deux types de droits. Les droits collectifs ne doivent en aucun cas systématiquement l'emporter sur les droits individuels. Ces droits doivent être conciliés et non pas hiérarchisés. Par ailleurs, même si je n'ai pas le temps de le développer, il est important de souligner que les droits de l'humanité reposent sur l'idée d'une interdépendance entre la collectivité humaine et son environnement, la nature. Autrement dit, l'anthropocentrisme ne se confond pas avec l'utilitarisme. C'est ce qu'explique d'ailleurs Philippe Descola quand il affirme que l'Amazonie n'est pas une forêt vierge, puisque depuis 12 000 ans, les Amérindiens y ont domestiqué des plantes. Pour Descola, la nature comme espace vierge n'a aucun sens. Et ce qu'on appelle la nature est le produit d'une anthropisation.
Donc, si le potentiel du droit de l'humanité à un environnement viable est donc réel face aux défis climatiques, se pose toutefois la question de sa force juridique. Or, ce droit est de plus en plus pris en compte dans l'ordre juridique international. Donc, selon la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est son avis de 2017, un environnement sain est un droit fondamental pour l'existence de l'humanité. Et cette Cour précise que ce droit donc collectif est dû aux générations présentes et futures. Le Conseil de l'Europe travaille aussi actuellement à l'adoption d'une convention consacrant le droit à un environnement. Or, dans le projet de texte qui a donc été adopté par l'Assemblée parlementaire en septembre 2021, les États se disent résolus à définir le droit à un environnement sain comme un droit de l'humanité autonome. Sachant que ce droit de l'humanité y est entendu comme le droit des générations actuelles et futures de vivre dans un environnement non dégradé, viable, décent, etc. Donc, parallèlement, le comité des ministres travaille aussi sur un projet de texte non contraignant qui serait relatif aux principes des droits de l'homme et à la protection de l'environnement. Or, dans ce pré-projet, en fait, il est aussi fait référence à plusieurs reprises à l'humanité collective. De plus, dans le système de la PNUC, les changements climatiques sont qualifiés de préoccupations communes pour l'humanité tout entière. Donc, c'est une qualification qui suppose pour les États notamment de prendre en compte l'équité entre les générations, selon l'accord de Paris. Et d'ailleurs, le pacte de Glasgow le rappelle aussi. En réalité, cette qualification de préoccupation commune à l'humanité, elle apparaît comme le pendant des droits de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle synthétise les obligations découlant de ces droits, en particulier du droit à un environnement viable dans le champ climatique. Par ailleurs, la reconnaissance des droits de l'humanité n'est pas nouvelle dans l'ordre juridique international. La Convention sur le droit de la mer investit déjà l'humanité tout entière de tous les droits sur les ressources de la zone des fonds marins. Or, dans cette zone, l'institution qui représente l'humanité, cette institution elle a des compétences en matière environnementale. Elle doit notamment protéger la faune et la flore marine et aussi prévenir et maîtriser la pollution du milieu marin. Donc, à noter aussi qu'il existe des projets de déclaration qui visent à reconnaître l'ensemble des droits de l'humanité dans un instrument général. Pour citer le plus récent, il s'agit du projet de déclaration universelle des droits de l'humanité, qui a été élaboré par le président François Hollande en 2015 par une équipe de rédaction qui a été dirigée par l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. Donc, cette déclaration reconnaît notamment le droit de l'humanité à l'environnement, mais aussi le droit de l'humanité à la préservation des biens communs, donc en particulier l'air. Et puis, elle fait peser aussi sur les générations présentes le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver les équilibres climatiques. Donc, cette déclaration est un instrument de soft law, donc c'est seulement une première étape. Elle a reçu le soutien d'associations, de personnalités, mais aussi d'autorités locales françaises ou étrangères, par exemple Paris, Strasbourg, ou encore Cités et gouvernements locaux unis, donc qui est l'ONG internationale qui regroupe les villes et gouvernements du monde. Toutefois, se pose la question de savoir qui peut parler au nom de cette entité éthérée qu'est l'humanité. Donc, pour aller vite, ici aussi, deux options sont possibles. La première est relativement prospective. Elle consiste à doter l'humanité d'une représentation de type centralisé. Donc, cela peut sembler utopique, pourtant c'est l'option qui avait été retenue dans le champ de droit de la mer. En effet, l'Autorité internationale des fonds marins, donc, qui est une organisation internationale, agit pour le compte de l'humanité tout entière, sont les termes de la Convention sur le droit de la mer. Et en cas de dommage à ces fonds marins, cette autorité peut demander réparation devant le Tribunal international du droit de la mer, donc au nom de l'humanité. Sur un plan purement juridique, transposer ce modèle en matière climatique est envisageable, et l'idée avait d'ailleurs été évoquée dès 1989 dans la déclaration de La Haye. Toutefois, sur un plan politique, cette option pourrait être problématique. En effet, la construction politique de l'humanité apparaît quand même comme un préalable à sa reconnaissance en tant que personne juridique. Et d'ailleurs, en mettant sur pied l'autorité des fonds marins, on est passé du rêve à la réalité. D'où la seconde option qui, elle, est plus en adéquation avec le fonctionnement actuel de la société internationale. Ici, les droits de l'humanité sont protégés par les divers sujets acteurs du droit international. C'est-à-dire qu'en fait, l'exercice des droits de l'humanité est décentralisé. Donc, les États jouent un rôle dans la protection de ces droits,
Mais une place essentielle est aussi reconnue aux ONG et aux individus qui se voient reconnaître un droit d'action, non pas seulement au niveau interne, mais aussi au niveau international. Et à cet égard, le projet du Conseil de l'Europe, donc, qui est relatif au droit à l'environnement, envisage plusieurs pistes. En l'état, un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme semble privilégié, ce qui conduit naturellement à donner compétence à la Cour européenne qui a le mérite d'être une juridiction déjà en activité. Donc on pourrait y créer une chambre spécialisée en matière de droits de l'humanité à l'environnement. Donc ce ne serait pas une première au sein du tribunal international des droits de la mer. Il existe une chambre qui est dévolue aux différents relatifs aux fonds marins, donc qui sont patrimoine commun de l'humanité. Toutefois, en l'état du droit, une association ne peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme que pour une affaire dans laquelle elle est elle-même en fait victime d'une violation. C'est-à-dire que notre affaire à tous, par exemple, ne peut pas aller devant cette Cour pour dénoncer l'inaction climatique de la France, de même qu'une collectivité territoriale telle que Grande-Sainte. Donc, il ne pourra pas présenter un recours individuel dans ce cadre. D'où l'autre piste aussi envisagée, de manière complémentaire d'ailleurs, pas nécessairement alternative, c'est-à-dire inclure le droit à un environnement dans la Charte sociale européenne en donnant compétence au Comité européen des droits sociaux. Donc là, des réclamations collectives sont possibles devant ce comité, mais les droits reconnus dans cette charte sont d'une nature individuelle et non pas collective, à l'instar des droits de l'humanité. Donc c'est pour ça, dans ce contexte, en fait, il paraît préférable de créer un organe de contrôle sui generis devant lequel les individus et les associations pourront déposer des plaintes en cas de violation du droit de l'humanité à un environnement viable. Donc c'est la voie, bien sûr, la plus exigeante, mais c'est aussi la voie la plus porteuse. En somme, il faut opérer un saut qualitatif, car dès lors que l'on accède à l'humanité, celle-ci doit elle-même jouir de droits, faute de quoi les hommes perdraient les leurs. C'était René Jean Dupuy qui le disait déjà en son temps. Parce que le climat est un bien commun, il appelle prioritairement une démarche collective. L'individu n'est pas à la bonne échelle pour lutter contre cette crise globale. Donc l'humanisme de l'émancipation individuelle, qui a conduit à reconnaître peu à peu les droits de l'homme, doit aujourd'hui être complété par une nouvelle forme d'humanisme juridique, un humanisme de l'interdépendance, ou selon la formule de Mireille Delmas-Marty, un humanisme de la maison commune. Je vous remercie pour votre attention. Merci Catherine pour cette riche intervention. Je vois déjà une question qui t'est dirigée. Je vous propose du coup d'enchaîner. Je vois Roran très connecté. Je crois que tu peux peut-être utiliser